Bonjour, bonsoir, bienvenue à notre deuxième partie du cours. Et alors, c'est la deuxième partie de l'histoire du management, hein? Ou du moins, on peut parler de la deuxième partie des premiers courants de pensée en management. Et là, nous avons vu la première partie. Et dans la première partie, ce qu'on a vu, c'est surtout les pairs, hein, que l'origine contemporaine du management remonte au début du XXe siècle, et avec des courants de pensée qui nous ont donné vraiment deux approches, deux écoles de gestion. C'est l'école mécaniste et l'école organique. L'école mécaniste, c'est une école qui est exclusivement penchée sur la rationalité et la rentabilité et la productivité, mais on a oublié, on a caché le facteur humain. Donc, ce qui a provoqué l'école des relations humaines ou l'école organique. C'est une école qui a considéré, qui a un point de vue plus humaniste, l'école organique. Et donc, ces deux écoles, on parle de l'école mécanique avec Fayol, Taylor, Weber, Fayol en France, Taylor aux États-Unis et Weber en Allemagne. Ensuite, de l'autre côté, nous avons l'école organique qui a un point de vue très humaniste, et l'école organique va nous présenter soit l'approche, deux approches, hein? L'autre mécanique, c'est trois approches, c'est l'OAT, l'Organisation administrative du travail de Fayol, l'Organisation scientifique du travail de Taylor et le modèle bureaucratique de Max Weber. Donc, l'autre école, c'est l'école organique, mais en ce qui concerne cette école, nous retrouvons l'école des relations humaines que nous allons voir et l'école que nous appelons l'école, la théorie de la contingence. OK? Je vais vous présenter rapidement notre c'est plutôt l'écran pour que vous puissiez voir le modèle organique dans un certain sens qui est une sorte de contestation même de l'autre modèle qui est le modèle mécanique. Le modèle organique, c'est un modèle qui évoque des considérations beaucoup plus humaines, hein? Donc là, les travailleurs ne sont pas considérés comme des facteurs de production, comme dans le modèle mécanique, mais on a des individus qui ont des besoins et on doit donner une certaine dignité. C'est une approche qui a donné une certaine dignité au travail. Les principaux auteurs de ce modèle, on a Maillot, Barnard, Simon, Merton, Argyris, McGregor, Leiker, Maslow. Maslow fait partie de la deuxième génération d'auteurs, mais ces gens-là ont pris en compte un élément qui était occulté ou caché dans l'approche mécaniste ou l'approche classique, hein, vous pouvez l'appeler comme ça. Pour le moment, c'était l'homme ou l'être humain. Donc, le modèle organique, c'est un système ouvert parce qu'il y a interaction avec l'être humain. Pour ce modèle, l'être humain est prioritaire, c'est la théorie des relations humaines, et l'environnement est aussi prioritaire, c'est la théorie de la contingence. Donc, le premier groupe qui a critiqué l'approche classique ou mécaniste, hein, on peut l'appeler l'approche classique ou l'approche mécaniste, comme on l'a vu, hein. Le premier groupe qui a critiqué cette approche, c'est-à-dire, comme je vous dis,
je vous parle de l'approche classique et ou vous pouvez l'appeler ou l'approche mécaniste. Le premier groupe, c'est Barnard, qui a écrit un livre qui s'appelle The Function of the Executive, publié par Harvard en 1938. Il y a Simon, Administrative Behavior, publié en 1947, et Merton, Social Theory and Social Structure. Comme vous pouvez remarquer, ce sont des livres qui sont vraiment anciens. Maintenant, si on a à faire un travail de recherche, on doit utiliser des ouvrages beaucoup plus récents, hein? Pas plus que 5 ans, parce qu'il y a des gens qui ont écrit sur ces gens-là. Donc, là, il fit remarquer, le premier groupe, que ce qui prévalait en fait dans le système fermé des classiques ou mécanistes était la coopération ou l'interaction entre les différents membres. S'il y a coopération, ce système va fonctionner. Parce que ce système, c'est-à-dire le système mécaniste parlait d'un one best way, une meilleure façon de faire les choses, et vous devez le faire de cette façon-là. Mais s'il y a coopération, puisqu'il n'y a pas d'interaction, c'est un système fermé, s'il y a coopération, ça va marcher. C'est-à-dire, on a parlé de coopération ou interaction entre les différents membres, interaction entre les activités des acteurs, coopération et coordination entre les individus lorsqu'on veut réaliser une certaine tâche, interaction entre organisations formelles et informelles, donc coordination entre les entités. Si on a une certaine coopération, là, il n'y a pas de problème. Mais ces gens-là, c'est-à-dire les gens qui firent le premier groupe qui a critiqué l'approche mécaniste, ils montrèrent que contrairement aux hypothèses de l'approche classique ou l'approche mécaniste, le décideur, c'est-à-dire le patron, dispose d'un choix restreint d'alternatives. Et le patron tend à prendre ses décisions dans une rationalité limitée. Donc, la rationalité limitée, c'est un concept qui a été utilisé pour la première fois par March et Simon. Vous savez qu'il y a la rationalité absolue. La rationalité absolue, c'est quand j'agis, je suis sûr de ce que je vais faire et je ne tiens pas compte des autres. Je ne tiens pas compte de l'environnement, je ne tiens pas compte des autres interactions. Et là, il y a une rationalité, mais rationalité absolue. Mais la rationalité absolue n'existe vraiment pas. C'est pour cette raison Simon a proposé une rationalité, mais limitée. Et ensuite, la notion d'autorité fut également remise en question. Et je vais vous dire que l'autorité n'existe pas de manière inattaquable. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Par exemple, si je donne un ordre à quelqu'un, je lui demande de quitter une salle de classe, mais la personne doit décider de quitter. Est-ce que vous comprenez? La personne peut dire, oh, bon, même si on me met dehors, même si on me donne des sanctions, je ne vais pas quitter. Donc là, vous allez voir que l'autorité est attaquée. Hein? L'autorité n'existe pas de manière inattaquable chez celui qui en est officiellement investi. L'autorité doit être acceptée, c'est-à-dire l'autorité est fonction du consentement. L'autorité est fonction du consentement. L'autorité est fonction de la zone d'indifférence des individus qui la subissent. Zone d'indifférence, lorsqu'on parle de la zone d'indifférence, c'est un espace qui est là, un espace au sein duquel la personne accepte de subir l'autorité de son patron ou d'un autre en échange des compensations. Je m'explique. Par exemple, si votre patron ne vous paie pas
vous n'allez pas accepter son autorité. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Le patron vous donne des avantages sociaux, le patron vous paye ou vous paie. Là, il n'y a pas de problème. Vous allez accepter son autorité. Et ensuite, le premier groupe encore, c'est-à-dire ces théoriciens, Barnard, comme on a vu, et les autres, ils ont parlé du concept de l'équilibre organisationnel. Donc, c'est un concept qui met l'accent sur l'échange entre ce que l'employé reçoit et le travail que l'employé va fournir. Ça veut dire, c'est pas parce que l'employé reçoit un bon salaire que cet employé-là va fournir un bon travail. On est là. Donc, et là, la deuxième contestation vient du mouvement des relations humaines. Le mouvement des relations humaines, c'est un mouvement qui a pris en compte un élément qui était vraiment caché dans l'approche classique ou l'approche mécaniste, c'est l'être humain. Donc, là, on retrouve Maillot avec son équipe qui a fait, je vais vous l'expliquer, mais vous pouvez toujours lire mes notes, je vous l'explique. Maillot a fait une expérimentation dans une usine qui se trouve dans la ville de Houghton. Et le nom de l'usine s'appelle Société Western Electric et qui se trouve à Massachusetts, okay? C'est-à-dire à Boston. Donc, ce que Maillot a pu constater, Maillot voulait savoir est-ce que les conditions physiques avaient une importance prédominante sur la productivité des travailleurs. Ça veut dire, si vous donnez aux travailleurs de l'éclairage, un beau bureau, les facteurs physiques, même l'argent, est-ce que tous ces éléments-là avaient une influence prédominante sur la productivité des travailleurs? Mais l'expérimentation de Maillot a pu apercevoir que les conditions physiques n'avaient pas une importance prédominante sur la productivité des travailleurs, qu'au contraire, c'était le facteur social, c'est-à-dire l'être humain. Et il y a un autre psychologue qui s'appelle Triplet, qui a fait une expérience avec des cyclistes, et il a pu constater lorsque les gens sont ensemble, ces cyclistes-là courent beaucoup plus rapide. Ça, c'est le facteur, c'est la chaleur humaine, c'est le facteur social. Là, la possibilité pour les travailleurs de pouvoir établir des relations interpersonnelles et échanger entre eux dans le milieu de travail, ça exerce une influence vraiment positive, plus élevée sur la productivité que même l'argent, la rémunération. En résumé, voici ce que Maillot a conclu. Il a vu que, comme je vous l'ai dit déjà, que ce ne sont pas les facteurs matériels qui gouvernent principalement le rendement, mais des éléments de nature psychosociale, c'est-à-dire l'environnement social favorable, il y a bonne entente, cohésion du groupe, l'acceptation du travail par le groupe, les bonnes relations avec l'encadrement, c'est-à-dire vous avez un superviseur, un bon superviseur, les rémunérations non économiques, valorisation du travail, reconnaissance, satisfaction du travail, vraiment bien fait. Donc, l'une des principales conclusions des travaux de Maillot est alors que la quantité de travail accompli par un individu n'est pas déterminée par sa capacité physique, mais par sa capacité sociale, c'est-à-dire son intégration à un groupe. Donc, quelques années plus tard, on retrouve des auteurs tels que Argyris, McGregor, Leiker, Mayer. Ils ont repris certaines idées prônées par les initiateurs du mouvement des relations humaines. Et là, ce qu'ils ont fait, Leiker propose la participation des travailleurs dans la prise de décision.
OK? C'est pour cette raison qu'on dit, Riker nous dit qu'on doit impliquer les gens dans toutes les décisions. C'est-à-dire même dans les décisions, même dans la formulation des règles et des politiques. Et il proposa de favoriser l'interaction entre individus en vue de faciliter la résolution des problèmes au niveau du groupe et de faire fonctionner l'organisation sur une base d'influence mutuelle. Dans un certain sens, tout ça, c'est pour dire que Likert proposa la prise de décision par un groupe. OK? Ce point de vue, c'est la prise de décision par un groupe. Là, il y a des désavantages. C'est un point de vue qui a été critiqué par plusieurs. D'abord, ça dilue souvent les responsabilités. La prise de décision par un groupe, ça dilue les responsabilités, ça coûte de l'argent. La prise de décision par un groupe coûte de l'argent et ça peut mener à un véritable étouffement des personnalités. Si dilue les responsabilités, par exemple, s'il y a plusieurs personnes qui sont sur un dossier, moi je peux dire, j'allais le faire, mais je pensais que l'autre allait également le faire, donc ça dilue mes responsabilités, ça coûte de l'argent. Si on embauche plusieurs personnes, il faut payer toutes ces personnes-là et ça peut étouffer les personnalités. Par exemple, si quelqu'un est beaucoup plus influent, cette personne-là peut émettre son opinion et puis moi, je peux dire, puisque Joseph a émis son opinion, peut-être mon opinion, la mienne n'est pas... ne sera pas bien assez acceptée ou n'est pas bonne. Donc, ensuite, là, la prise de décision par un groupe, c'est vrai, ça peut accroître la satisfaction, la motivation, mais c'est très hasardeux de penser que la productivité du travail en est améliorée. Ce n'est pas parce qu'on a demandé à ces gens-là de prendre la décision que la productivité du travail va être améliorée. Même la qualité de la décision, on ne peut pas être sûr que la qualité de la décision est supérieure à celle proposée par un expert. Donc, si je demande à plusieurs personnes de prendre une décision, je ne suis pas sûr, je ne peux pas être sûr que cette décision serait meilleure comparativement à une décision qui aurait été prise par un expert. Je peux demander à un expert de prendre une décision et la décision pourrait aussi bien être bonne ou meilleure par rapport à la prise de décision par un groupe. Ensuite, on retrouve McGregor avec la théorie X qui dit que l'être humain est paresseux, l'être humain travaille le moins que possible, l'être humain n'aime pas les responsabilités, hein? L'être humain manque d'ambition, n'aime pas le changement. Ça, c'est la théorie X qui est du côté de l'employeur. Et de l'autre côté, on a la théorie Y qui est du côté de l'employé. La théorie Y nous dit que l'homme n'est pas passif par nature, il le devient du fait de son expérience dans l'organisation. Là, tout cela pour vous dire, afin de tirer un meilleur parti de l'organisation, se doit de mettre en œuvre des méthodes et de remplir des conditions qui favoriseront la conjoncture des efforts individuels et des objectifs organisationnels. Ça veut dire la théorie X, c'est la carotte et le bâton. Hein, tu donnes la carotte aux gens, mais tu es très dur envers ces gens-là. Mais la théorie Y, c'est vraiment le contraire. C'est deux variables complètement distinctes. Donc, comme on peut remarquer, la précédente, l'approche qu'on a vue précédemment, elle ne prend pas en compte même l'approche des relations humaines,
elle ne prend pas en compte l'influence réciproque qui s'exerce entre les comportements individuels et les pratiques du management. L'accent est mis sur l'homme au détriment des autres facteurs, c'est-à-dire le contexte organisationnel, la perception de l'individu, le lien que ce dernier a avec l'organisation. Ensuite, nous retrouvons Maslow qui nous présente les besoins humains. La théorie X et Maslow nous présente, excusez-moi, la pyramide des besoins. Les besoins physiologiques qui représentent des besoins primaires. Ces besoins-là doivent être comblés. Ensuite, l'individu va ressentir un besoin de sécurité. Ensuite, le besoin d'appartenance, besoin d'estime et de reconnaissance et besoin de s'accomplir. Maintenant, si nous regardons ces besoins-là, on parle d'une hiérarchie des besoins. Et ça aussi a des problèmes parce que les besoins ne sont pas nécessairement hiérarchisés. Ça dépend du contexte. Par exemple, quelqu'un qui est dans un pays pauvre, les besoins physiologiques sont très importants, sont très prioritaires. Mais quelqu'un qui est dans un pays riche, les besoins physiologiques sont déjà acquis. Quelqu'un qui vit dans un pays où il y a beaucoup d'insécurité, vous allez retrouver des besoins de sécurité, mais quelqu'un qui n'a jamais entendu même un bruit de balle dans un autre pays, ces besoins-là ne va pas être une priorité. L'appartenance, c'est faire partie d'un groupe. Estime, c'est lorsque les gens reconnaissent en nous qu'on est bon, hein, c'est le désir d'être reconnu et le besoin de s'accomplir. Pour certains, ça va être de devenir un directeur général, mais pour d'autres, c'est peut-être d'arriver comme superviseur, hein, ça dépend de la personne. Besoin de s'accomplir. Ensuite, nous retrouvons la théorie de la contingence. La théorie de la contingence, c'est une théorie qui vient en complément aux approches classiques et humanistes. C'est une théorie qui tente de définir quel est le type de management à adopter dans un environnement et pour une stratégie ou une situation donnée. L'approche mécaniste, c'était le one best way, mais cette approche, c'est it all depends. Ça dépend de la situation. C'est une approche qui donne à l'organisation une vue qui est fondée sur des faits. Donc, là, dès le début des années 60, on retrouve des chercheurs comme Burns, Stoker, Woody, Hall, Woodward, ce sont ces chercheurs-là. Et là, Burns et Stoker expliquent comment les structures organisationnelles s'adaptent aux différents types d'environnements. Par exemple, si vous avez un environnement là où il n'y a pas de turbulence, où tout est stable, là, vous pouvez avoir un système de management prévisible, un système de management qui s'appelle mécanique. Parce qu'avec des règles formelles, avec une centralisation de la prise de décision. Donc, un système mécanique s'adapte bien à un environnement qui est stable. Mais lorsqu'on a un environnement qui n'est pas stable, le meilleur système, c'est un système organique. Donc, dans un système organique, l'attention portée aux règles formelles est moindre, la décision est relativement décentralisée. Ce système s'adapte mieux à des environnements instables. OK? Donc, ensuite, on retrouve Woodward. Woodward nous dit quoi? Woodward nous dit que le type de production, ça c'est important. Woodward nous dit que c'est le type de production, ce qu'on produit, hein, qui détermine les différents niveaux hiérarchiques. OK? Je vous donne un exemple.
Si je produis à la chaîne, il y a beaucoup de procédures, comme lorsqu'on coule le béton, lorsqu'on travaille dans une manufacture, où il y a une production à la chaîne, il y a beaucoup de procédures, hein, beaucoup de contrôles, d'administration. Et il y a un système d'information très formel, on vous dit exactement quoi faire. Et si je travaille, ça c'est dans un système de production, et, et, lorsqu'on parle de système de production, mais c'est dans une production à la chaîne. Mais si c'est une production par lot, moi, je peux décider de faire la chose à ma façon parce qu'on va me donner un lot de choses à faire et je peux décider de commencer quand je veux. Ce qui est contraire lorsqu'on est dans une production à la chaîne. Dans un système de production par lot, la définition précise des tâches est faible, la délégation d'autorité est grande, hein, on vous donne beaucoup plus d'autorité, beaucoup de délégation, et la direction est permissive, très tolérante, parce que là, je ne suis pas dans un système de production à la chaîne, là où il y a beaucoup de règles et de procédures. Donc, ensuite, on retrouve Lawrence J. Lorsch, qui a écrit un livre qu'on appelle Organization, Structure and Design en 70, ce que ces chercheurs arrivent aux mêmes conclusions que Woodward. Ces chercheurs nous disent quoi? Que les fonctions d'une entreprise, c'est-à-dire ce qui nous a été proposé par Fayol, production, recherche, vente, GRH, les fonctions d'une entreprise sont en relation avec différentes parties de l'environnement. Là, on parle des fonctions de l'entreprise sont en relation avec différentes parties de l'environnement et ces fonctions tentent à développer des caractéristiques qui reflètent leur adaptation à l'environnement. Ça veut dire chaque fonction s'adapte à son environnement. Marketing va adapter à un environnement de marketing, production va s'adapter à un environnement de production et recherche et développement va s'adapter à un environnement de recherche et de développement. OK? Donc, ensuite, on retrouve Galbraith en 1973 qui a repris les études de Lawrence et Lorsch sur l'environnement et il a fait remarquer que le facteur clé, c'est le niveau d'incertitude associé à la tâche. C'est très important. Si vous avez une tâche qui est simple, plus la tâche est simple, donc moins l'environnement a de l'importance parce que c'est une tâche simple. La tâche est vraiment simple, donc l'environnement n'a pas beaucoup d'importance. Ça veut dire on sait déjà les résultats sont prévisibles. Plus nette est l'autorité, là, le superviseur peut faire son intervention facilement. Plus formelles sont les règles et les procédures, plus nombreux sont les niveaux hiérarchiques de l'organisation, plus haut dans la structure se prennent les décisions. Hein? Je vous explique ça. Plus la tâche est prévisible, ça veut dire on vous donne à faire quelque chose. Là, vous pouvez vraiment planifier déjà le résultat de ce qu'on vous demande de faire. Par exemple, transporter des chaises. On sait déjà, on doit transporter des chaises d'un point A au point B. Donc, il n'y a pas d'incertitude là. Donc, plus la tâche est prévisible, ça veut dire la tâche est simple, l'environnement a moins d'importance et l'autorité est plus nette. Là, le superviseur peut venir et vous donner des instructions. Et là, plus formelles sont les règles et les procédures, et plus nombreux sont les niveaux hiérarchiques au sein de l'organisation, et plus haut dans la structure se prennent des décisions. Maintenant, si on est en face de beaucoup d'incertitudes, par exemple dans une opération de cœur, hein, un chirurgien est en train de faire une opération.
Le chirurgien ne peut pas vous dire à 100% qu'il va réussir l'opération. Il peut vous dire qu'il a l'habitude de faire des opérations semblables. Ça a toujours bien été. Mais il peut y avoir des complications parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Plus complexe est la tâche, plus importante doit être l'information pour prendre des décisions, plus grande est l'interdépendance entre les membres de l'organisation. Et dans une perspective vraiment différente, et depuis l'ouvrage de notre ami Chandler, hein, vous savez qu'Alfred Chandler, qui a écrit un livre qui s'appelle Les stratégies et structures de l'entreprise, qui a été publié en 1972, et alors réédité en 72, mais publié antérieurement, 10 ans plus tôt, en 62. Il y a plusieurs auteurs qui ont dit tout simplement qu'à une stratégie donnée devait correspondre à une structure. Donc, la structure, une structure pour une stratégie, et plus généralement un système de management. Et c'est ainsi que l'auteur contemporain, très contemporain, Henry Mintzberg, qui est encore vivant, on est en 2020, il est encore vivant, il enseigne à l'université McGill à Montréal. Il a suggéré une stratégie agressive du type entrepreneur doit correspondre à un processus de décision flexible et des procédures souples. Ça veut dire une stratégie du type entrepreneur, you don't plan. Tu n'as pas de temps pour planifier parce que l'opportunité s'ouvre devant toi et tu prends l'opportunité. You don't plan. C'est une stratégie agressive. Ça correspond à un processus de décision vraiment flexible. Ça correspond à des procédures beaucoup plus souples. Hein? Et en revanche, une stratégie planifiée, you must plan. Hein? Et là, vous avez le temps. Ça demandera une prise de décision très formalisée. Ça fera appel à des règles technocratiques. Donc là, on peut remarquer que cette variable stratégie entre l'environnement et l'organisation, la théorie de la contingence, ça permet de prendre en compte une dimension politique des choix, ça veut dire les intérêts, une dimension politique des choix structurels, en tenant compte vraiment de l'environnement et de reconnaître la place importante que l'homme preneur de décision tient au sein de l'organisation. Donc là, on parle le modèle contingent ou la théorie de la contingence qui nous explique, cette théorie nous explique qu'il y a un type de management à adopter dans un environnement pour une stratégie ou une structure, pour une stratégie donnée. OK? Il y a un type de gestion, un type de management à adopter dans un environnement pour une stratégie ou une structure donnée. Ça veut dire pour chaque structure, ou en d'autres termes, il doit y avoir une stratégie. Donc, ça, c'est la poule et l'œuf. Maintenant, c'est un dilemme. Si j'ai une nouvelle structure, cette nouvelle structure va provoquer une nouvelle stratégie. Et lorsque la stratégie va changer, ça va provoquer une nouvelle structure, nouvelle stratégie, nouvelle structure. Donc, le modèle ou la théorie de la contingence, qui, dans un certain sens, a apporté une solution nouvelle, et parce que
ce n'est pas comme le modèle mécanique ou le modèle classique qui parlait d'un one best way, hein, parce que le modèle mécanique parlait d'un one best way, c'est-à-dire une meilleure façon de faire de la gestion, mais plutôt it all depends, ça dépend de la situation. Donc, je vais m'adapter en fonction de la situation. Ça me dit également qu'il n'y a pas de baisse, de meilleure façon de faire de la gestion. Il y a de bonnes façons, de très bonnes façons. Il n'y a pas de meilleure, il n'y a pas de gestion universelle, mais je dois m'adapter en fonction de la situation. Je suis en face d'un problème, je vais m'adapter en fonction du problème. Donc, le modèle contingent ou la théorie de la contingence, qui est également appelée, on peut aussi l'appeler la théorie situationnelle. Hein, la théorie situationnelle, pour chaque situation, il y a une façon de procéder. Donc, c'est un point de vue très relativiste. OK? Tout est relatif à. OK? Donc, le modèle contingent, c'est un système ouvert. Pour ce modèle, l'environnement est prioritaire. Pour le modèle mécaniste, c'est un système fermé. Et pour ce qui est prioritaire, c'est la productivité, l'efficacité, le rendement. Mais pour le modèle contingent, c'est un système ouvert. La priorité est l'environnement. Et aussi, pour la théorie des relations humaines, c'est aussi un système ouvert. La priorité pour la théorie des relations humaines, que nous avons vu au début de cette présentation, la priorité, c'est l'être humain. Merci beaucoup. Et la théorie de la contingence donne à l'organisation une vue nouvelle, une vue qui est mieux fondée sur les faits. Donc, merci en ce qui concerne la théorie et la contestation même de la théorie mécaniste. Merci. Maintenant, on a commencé la théorie mécaniste, c'est au début du siècle. Hein. Il y a eu deux guerres au début du siècle, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre. Et pendant la Première Guerre, pendant la guerre, les gens restent à la maison. C'est un fait. Donc, l'économie, là, l'économie n'est pas est stable. Ou en d'autres termes, l'économie ne fonctionne pas. Hein? Mais après la guerre, les gens sortent. OK? C'est la même chose. C'est pour cette raison qu'on a parlé de baby boomers. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de bébés pendant la période de la guerre. Là, on est au début du siècle et on a vu toute cette théorie à partir du début du siècle, etc. Et là, on arrive, on a contesté un peu dans les années 60 la théorie des relations humaines et la théorie de la contingence. Là, on est en 1980 maintenant. Et en 1980, nous retrouvons ce que nous appelons les maîtres à penser des années 1980. Les maîtres à penser des années 1980, ce sont des Américains. Hein, les Américains, deux consultants de chez McKinsey. McKinsey, c'est une firme de consultation qui se trouve encore à Boston, dans l'État
de Massachusetts. Et leur nom, c'est Tom Peters et Robert Waterman. Et ces gens-là ont pu observer une soixantaine de firmes performantes et ont mis à jour les conditions du succès de ces entreprises. Ce qui est important, c'est de savoir que ces auteurs, ce qu'ils ont dit, ils ont dit que le succès ne dépend pas uniquement de la qualité des choix stratégiques que nous faisons. Et des fois, on fait des choix et on s'attend à avoir les résultats. Mais le succès ne dépend pas uniquement de ça. Le succès dépend du résultat des interrelations entre plusieurs facteurs stratégiques, plusieurs variables qui sont interdépendantes. Et ce monsieur-là, ils les ont appelés, ces facteurs, les 7 S. Il y a la stratégie. Les 7 S, c'est surtout en anglais, strategy, la stratégie, la structure, structure, les systèmes, le style, le staff, les hommes et les femmes, les valeurs partagées et le savoir-faire. Regardez. Et, en d'autres termes, ces auteurs sont en train de nous dire, pour qu'une entreprise fonctionne bien, ça prend une stratégie, ça prend un plan. On détermine cette stratégie-là qui va se cristalliser à travers la mission, la vision, les objectifs. Et stratégie, il ne suffit pas d'avoir une stratégie, mais ça prend une structure. La structure, c'est là où on va opérationnaliser la stratégie. Ça prend une structure. La structure, c'est le mode d'agencement, comment l'entreprise est agencée, comment l'entreprise est fixée, est arrimée, comment l'entreprise va être capable d'opérationnaliser la stratégie avec les gens qui font partie, qui habituellement, on voit l'organigramme, mais l'organigramme, c'est le dessin de cette organisation-là. Donc, on regarde la structure et il ne suffit pas d'avoir une stratégie et une structure, mais il faut regarder les systèmes de gestion. Quel système qu'on va utiliser? Il faut regarder ça. Comment je vais faire ça? Je vais faire fonctionner mon entreprise. Comment je vais mettre les choses ensemble. Et c'est le système, un ensemble d'éléments qui sont en corrélation, qui sont en interaction et qui forment un tout. Il ne suffit pas d'avoir un système, mais je dois avoir un style de management. Est-ce que c'est un management autoritaire qui n'est pas bon du tout, mais un management participatif? Ensuite, il ne suffit pas d'avoir tout ça. Je dois avoir un staff compétent, un staff des hommes et des femmes qui vont me permettre d'agir. Je dois avoir un staff qui est là. Il ne suffit pas d'avoir un staff avec moi. Je dois partager des valeurs. Les valeurs partagées. Ensuite, quelles sont les valeurs qui sont partagées? Les valeurs chrétiennes, les valeurs éthiques, les valeurs morales. Et ensuite, le savoir-faire. Savoir-faire technologique, savoir-faire administratif, savoir-faire commercial. Et qu'est-ce que l'entreprise sait faire, s'en tenir à ce que l'entreprise sait faire. Donc, il n'y a pas d'ordre préférentiel parmi ces facteurs ou ces variables. La réussite de l'entreprise suppose qu'on tienne compte de chacune d'entre elles de façon interdépendante lors de la prise de décision. Donc, c'est les 7 S. Strategy, structure, system, style, staff, shared values, skills. En français, stratégie, structure, système,
style hommes et femmes ou staff. On utilise ce concept en français aussi, c'est un anglicisme. Et les valeurs qui sont partagées. Et je termine avec le savoir-faire. Maintenant, ces gens-là ont mis en place, ont proposé les 7 S. Ces gens-là nous disent qu'il ne suffit pas d'avoir des choix stratégiques pour pouvoir avoir des résultats, mais on doit tenir compte des interrelations entre ces facteurs stratégiques interdépendants. Et cette même étude que les deux auteurs, c'est-à-dire Tom Peters et Robert Waterman, cette même étude leur a permis de dénoncer les 8 secrets de l'excellence. D'abord, il y a le parti pris de l'action. Ça veut dire le management doit être un management d'action. Si vous regardez dans la définition globale du management, vous allez retrouver ces 4 verbes d'action: planifier, organiser, diriger, contrôler. Le management ne subit pas l'action. Le management, vous n'allez jamais retrouver des verbes comme être, paraître, devenir, demeurer, rester, sembler, qui sont des verbes d'état, mais c'est plutôt des verbes d'action. Le parti pris de l'action. Hein? Ensuite, il faut rester à l'écoute du client. Hein? Il y a des gens qui disent que le client est roi, oui. Il faut écouter le client, même si on n'est pas d'accord avec le point de vue du client. Il faut l'écouter parce que ça peut vous aider dans votre prise de décision et le contraire peut être méfaste. Si vous ne l'écoutez pas, si vous n'écoutez pas le client, ce même client peut aller aller témoigner de façon négative en de votre entreprise. Hein? Et il peut aller dire des choses mauvaises sur votre entreprise et ça peut causer des tas d'ennuis à votre entreprise. Donc, il faut rester à l'écoute du client. Ensuite, il faut favoriser l'autonomie et l'esprit novateur. L'employé rentre, l'employé doit avoir la formation nécessaire, l'accompagnement nécessaire pour que l'employé devienne autonome. Et lorsque l'employé est autonome, cet employé-là va avoir l'opportunité d'innover. Hein, ça veut dire cet employé peut aider l'entreprise à aller de l'avant, à avoir un avantage concurrentiel sur les autres. Vous savez que actuellement, à cause de la compétition, la concurrence, on parle d'un esprit novateur. À cause de la concurrence, il faut innover si on veut avoir un avantage sur les autres. C'est faire des choses que les autres ne peuvent pas faire, ou s'ils essayent de faire ces choses-là, ça va leur coûter trop. Donc, ils abandonnent. Ensuite, asseoir la productivité sur la motivation du personnel. On dit souvent, les gens qui sont motivés travaillent mieux. Okay, sont beaucoup plus productifs. Et ensuite, il faut se mobiliser autour de la valeur qui est importante pour l'organisation, la valeur clé, et s'en tenir à ce que l'on sait faire. Sixièmement, s'en tenir à ce que l'on sait faire. Ça veut dire, même si on peut faire d'autres choses, hein, il y a d'autres choses qu'on peut faire, mais il faut s'en tenir
à notre métier, à notre savoir-faire, le savoir-faire technologique, commercial, etc. Il faut s'en tenir à ce que l'on sait faire. Et septièmement, on ne doit pas avoir plusieurs niveaux hiérarchiques. Il faut préserver, si on peut, le plus que possible, préserver une structure simple et légère. La structure doit être simple et légère. Et huitièmement, allier souplesse et rigueur. Des fois, on est souple, des fois, on est rigide. OK? Il faut faire un alliage entre la rigidité et la souplesse. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire en ce qui concerne l'origine contemporaine du management, qui remonte au début. On a eu deux interventions. La première intervention, on a parlé de cette origine qui remonte au début du XXe siècle, avec deux approches. L'approche mécaniste, on a vu, et l'approche organique. L'approche mécaniste, de cette approche ou de cette école ou de ce paradigme, on a eu trois écoles ou trois approches. C'est l'OAT, l'Organisation administrative du travail de Fayol, le français, l'Organisation scientifique du travail de Taylor, l'américain, et le modèle bureaucratique de Max Weber, qui est un Allemand. Et moi, je dis souvent, Dieu était dans le détail parce que ces gens-là ont travaillé de façon parallèle, chacun dans son pays respectif, et ils ont pu travailler pour nous donner la théorie classique ou la théorie mécaniste. Mais c'est une théorie qui est basée exclusivement sur la productivité, sur la rentabilité, et on a mis de côté tout simplement le facteur humain. C'est cette théorie-là que nous appelons le One Best Way. De l'autre côté, on a une autre approche, dans un certain sens, qui conteste l'approche mécaniste. C'est cette approche-là, les deux grandes approches du XXe siècle, et c'est l'approche organique. L'approche organique, c'est une approche qui a un point de vue plus humaniste. D'abord, on a développé la théorie des relations humaines qui priorise l'être humain avec Mayo, Maslow, Herzberg, etc. Mais ces gens-là ont priorisé l'être humain. OK? Donc, mais ils ont omis d'autres facteurs. OK? Par exemple, il y a eu Likert qui proposa de favoriser la participation de l'être humain dans toutes les décisions, même dans les règles, dans les politiques. Mais ce qui n'est pas tout à fait quelque chose qu'on peut faire dans toutes les situations. Par exemple, je ne peux pas demander à un salarié ou à un collaborateur combien qu'il aimerait avoir comme salaire. Hein? Donc, Likert a proposé ça. Mais il faut dire que la théorie des relations humaines a priorisé l'être humain. Ça a été quand même une très bonne chose. De l'autre côté, avec l'approche organique, il y a la théorie des relations humaines, mais aussi la théorie de la contingence. La théorie de la contingence, c'est sûr que l'approche des relations humaines est un système ouvert à cause de l'interaction avec l'être humain, mais l'approche mécaniste, et excusez-moi, l'approche de la contingence, la théorie de la contingence, c'est vraiment ouvert et cette approche nous dit qu'il y a un type de management à adopter dans un environnement
pour une stratégie ou une situation donnée. C'est une approche relativiste. Ça veut dire it all depends. Ça dépend de la situation. Donc, l'approche de la contingence et nous dit qu'il y a vraiment un type de management adopté dans un environnement pour une stratégie ou une situation donnée. La priorité est donnée à l'environnement. Telle structure pour telle stratégie pour telle structure. Donc, c'est une approche qui donne la participation de l'être humain et comme l'approche de la théorie et des relations humaines. Ensuite, on arrive dans les années 80 avec les maîtres à penser des années 1980. Ces maîtres à penser, ce sont des Américains. Ils sont très pratiques. Et ils ont présenté des recommandations qui sont simples, mais qui se basent sur la réalité. Donc, ces deux chercheurs, Tom Peters et Robert Waterman, ils ont fait une étude dans une soixantaine de firmes et ce qu'ils ont pu constater, que le succès ne dépend pas uniquement de la qualité des choix stratégiques que nous faisons. Le succès dépend des interrelations entre plusieurs facteurs stratégiques interdépendants, des facteurs qui sont stratégiques, des facteurs stratégiques, mais stratégies interdépendantes, mais les facteurs stratégiques, ces facteurs interdépendants, et ils les ont appelés les 7 S. Stratégie, structure, système, style, staff, hommes et femmes, staff, shared values, les valeurs qui sont partagées et par l'organisation. Donc, ce sont ces 7 S. Et cette même étude a conduit ces deux auteurs, c'est-à-dire Tom Peters et Robert Waterman, ces gens-là qui sont des Américains du firme McKinsey, et ils ont proposé les 8 secrets de l'excellence. Et parmi ces 8 secrets, vous les avez déjà, les 8 secrets de l'excellence, c'est quoi? C'est le parti pris de l'action. Ça veut dire, je mets l'accent sur l'action, le parti pris de l'action. On est là. Donc, c'est ça. Et rester à l'écoute des clients. Favoriser l'autonomie et l'esprit novateur. Asseoir la productivité sur la motivation du personnel. Se mobiliser autour d'une valeur clé. S'en tenir à ce que l'on sait faire. Préserver une structure simple, mais légère, allier souplesse et rigueur. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Clébert Jean-Charles vous a parlé.